Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On doit se maintenir, de faire des promesses fallacieuses, des promesses dont on sait on ne sera pas en mesure de les réaliser. Ma manière de vous dire bonjour, bienvenue dans votre émission Touche à tout, laquelle émission vous permet en tout cas de perlustrer, de décrypter, de décortiquer toutes les questions faisant état de l'actualité. Alors, sans plus tarder, je vais devoir personnellement présenter mon invité. Il est étudiant à sciences politiques à l'Université de Montréal. Lui, c'est Monsieur Armel Kassende. Bienvenue. Merci beaucoup. Pourquoi seulement le choix de venir étudier au Canada? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas aussi au Congo? Pourquoi être venu au Canada? Cette question est assez pertinente, mais je vais essayer de répondre en étant vraiment impartial et objectif. Vous savez, la République démocratique du Congo a vraiment des failles en son sein, bien sûr au niveau des infrastructures scolaires. J'ai bien sûr eu le choix d'étudier dans les universités congolaises, mais je pense qu'avec ce que je voulais faire comme étude, le Congo ne pouvait pas me l'offrir en tant que tel, comme des stages. Okay. J'ai remarqué que l'infrastructure congolaise était vraiment faible et vous voyez qu'en fait, au Canada, ici, vous avez des stages, vous avez vraiment des descentes sur terrain, question de mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école. Ce genre de points, nous ne les trouvons pas vraiment au Congo et je pense que c'est vraiment sur ce que j'ai porté mon choix. Est-ce qu'on va dire, dans une certaine mesure, c'est seulement que vous vouliez ipso facto venir au Canada? Parce que nous avons le professeur Matata Mpogno, je pense qu'il a étudié à l'UNIKIN, je pense bien. Le professeur Vital Kamere, il a étudié à l'UNIKIN et lui aussi président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pour dire qu'au Congo, ce que tu cherches, le Congo n'allait pas te l'offrir? Soit justement, tu avais besoin de venir au Canada. Il faut être sincère dans notre argumentation et dans ce que nous faisons comme point. Sincèrement, il y a une dégradation en termes scolaires au niveau du Congo, on doit se le dire clairement. Très bien. Moi, sincèrement, je ne dis pas que ces personnes-là sont passées par la corruption ou quelque chose de pareil, mais je pense vraiment que face à la pression de la corruption au niveau des universités congolaises, je pense que c'est vraiment un facteur qui pousserait certains à ne pas se donner à fond dans les études. Et moi, je voulais simplement éliminer ce facteur-là et vraiment être sûr de mon diplôme. Et c'est vraiment ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment des points à vraiment revoir en termes de scolarité au niveau de la République démocratique du Congo. Ok, tu veux dire tantôt que tu as étudié au collège Boboto. Alors, c'est quoi la différence que tu as faite entre le système scolaire, soit universitaire qu'il y a ici et au Congo? Est-ce qu'il y a une différence, soit ça va de pair? Je pense que l'université, c'est vraiment différent du secondaire, mais il y a vraiment des points qu'on va essayer de revisiter parce que dans le fond, j'ai fait des études en littéraire au collège Boboto et à l'Institut Monseigneur Bokelialé. Et j'ai constaté que les matières étaient vraiment abondantes. On avait vraiment beaucoup de cours à voir. C'était vraiment plus... vous savez, ce que j'ai toujours appréhendé avec le système congolais, c'est que il faut que vous répétiez ce que le prof a dit. Il ne vous laisse pas il vous laisse pas une marge de manœuvre pour pouvoir aussi dire ce que vous pensez. Et ça, je pense que c'était vraiment... ils essaient vraiment de concentrer plus notre intelligence sur ce que le prof disait que sur ce que nous pourrons découvrir de notre côté. Alors que le Canada te permet vraiment de dire ce que tu penses, d'ajouter sur ce que le prof a dit. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y avait moins de liberté. Alors, mesdames et messieurs, nous allons à présent entrer vraiment dans le bain de notre émission. Alors, je rappelle que nous allons parler de la rétrospective, perspective d'avenir politique congolaise, et surtout que vous êtes étudiant en sciences politiques. Je pense qu'on va aller comme ça. Alors, messieurs Armel, est-ce que tu peux facilement faire une différence depuis 1960 jusqu'à nos jours? Est-ce qu'il y a vraiment une différence sur le plan politique, sur le plan économique, social de notre pays? Est-ce qu'il y a vraiment un décollage, soit il y a une régression à ciel ouvert? Ok, je vais vraiment faire usage de la politique comparée parce que je pense que pour pouvoir Allez-y. En parler, il faudrait vraiment le faire. On prend l'exemple d'un autre pays pour faire du parallélisme. On parle du Botswana, qui est aujourd'hui l'un des plus grands pays, qui a été libre de toute colonisation à la même époque que la République démocratique du Congo. Nous, la République démocratique du Congo a été indépendant en 1960, alors que le Botswana, c'était en 1966. Et je pense que
en termes de parallélisme, le Congo et le Botswana avaient les mêmes ressources, avaient tout ce qu'il fallait pour décoller de la meilleure des manières. Mais le problème, c'est qu'au niveau du Congo, on a pu constater une certaine forme d'oligarchie. On avait le problème d'homme, c'est ça? C'est ça. Donc l'oligarchie était présente dès le début. Le pouvoir était concentré au sein d'une élite. Et je pense que comparé à Cérès Kama, qui était le premier président, bien sûr, du Botswana, qui, lui, avait vraiment ce qu'on appelle une pensée pragmatique qui se reposait sur des projets politiques et idéologiques, qui certainement a misé sur des atouts scolaires, des atouts économiques et sociaux, qui a fait en sorte que son pays a pris de l'envol. Alors que nous, au Congo, il faudrait aussi le dire, on est passé par des moments très compliqués en termes de guerre d'État, avec tout ce qui venait avec. Donc je pense que l'instabilité en termes de sécurité en République démocratique du Congo n'a pas permis au Congo de pouvoir décoller de la meilleure des manières. Et je pense vraiment que ce sera le cas très bientôt. Nous l'espérons. Alors, je rappelle que notre premier président, c'était Kasavubu. Après lui, il y a eu Joseph Désiré Mobutu. Mm-hmm. Il y a eu Laurent Désiré Kabila. Mm-hmm. Il y a eu encore Joseph Kabila Kabange. À présent, nous avons Félix Antoine Tshisekedi, qu'on appelle Béton. Alors, est-ce que parmi ces président Nini, où tu vois que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui nous sommes en train de souffrir? Très bonne question. Hein. Il faut trouver un bouc émissaire. Dans le fond, dans le Bapelinga la Mouamouké, Nakani que problème à Congo et bandit na président mon côté et bandit na mentalité ba Congolais bango moko. À chaque fois, vous savez, nous sommes un pays, nous sommes une grande puissance, nous sommes en démocratie. Quand on parle de démocratie, on parle du pouvoir que le peuple détient. Vous voyez? Et tant que Bozan a opportunité, il y a qu'à se défendre. Quand vous connaissez vos droits, vous connaissez tout ce qui vient avec, vous pouvez en fait faire respecter vos droits et pouvoir faire décoller le pays. Donc je pense que depuis l'époque de Kasavubu jusqu'à aujourd'hui, la population congolaise avait le pouvoir de renverser le régime en place. Et je pense que c'est par cette inconscience que nous avons continué à souffrir. Donc je pense que s'il faudrait mettre fin à ce problème, il faudrait que la population se lève ensemble comme un seul corps, mettant de côté les choix partisans et aussi en étant unis. Avant d'être de l'UDPS, du PPRD et autres partis, on est des Congolais. Donc ce qui est important, c'est vraiment ça. Donc voilà. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer, parce que puisque tu viens de parler de preuve de mentalité, ce que nous avons compris à nos jours, c'est que tout le monde veut faire la politique. Je ne sais pas, j'ai manqué l'occasion de te poser cette question. Pourquoi tu fais la science politique? Personnellement, j'ai toujours été fasciné par les relations internationales. J'ai toujours aimé comprendre les comportements des États. Donc, pourquoi je fais les sciences politiques? Premièrement, c'est pour pouvoir aider mon propre pays à prendre conscience de qui il est réellement. Quand je parle de qui il est réellement, je parle de la population avec lui. Et je pense que ce qui est important, c'est que en faisant le choix d'étudier en sciences politiques, mon but premier, c'est vraiment de pouvoir acquérir des connaissances. Est-ce que pour aider son pays, il y a plusieurs secteurs, bien entendu, qu'on peut toucher? Est-ce que pour aider vraiment son pays, il faut seulement faire la politique? Bah non. Et c'est ce qui tue le pays, c'est tout le monde qui fait la politique. Si vous regardez la télévision à Kinshasa, chaque matin, il y a des émissions politiques. Vous allez attendre à gauche, émission comme Nzungu ya Congo, à droite, émission comme Balé à Congo. Vous partez un peu, vous avancez un peu, vous voyez notre émission dénommée, je ne sais pas. Est-ce que pour que nous avancions, soit pour que nous fassions en sorte que ces pays puissent avancer, est-ce qu'il faudrait que tout le monde fasse de la politique? Au fait, si on se pose cette question, il faudrait parler personnellement d'intérêt personnel. Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait? Personnellement, les autres métiers, que ce soit médecin, que ce soit juriste, whatever, le problème, c'est que nous avons constaté que d'autres jobs, d'autres métiers sont sous-évalués. Donc, personnellement, vous ne vous cacherez pas, vous voilerez pas le visage. Tu veux faire un travail qui te rémunère bien. On est d'accord? Et si la République démocratique du Congo ne fait pas en sorte que tous les jobs soient vraiment évalués à
à leur mérite. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens pensent que la politique enrichit, et je pense que c'est plus sur des intérêts personnels que sur des intérêts collectifs. Alors, c'est quoi les ambitions de Armel Kassenoué après avoir fini ses études ici au Canada? C'est quoi les ambitions? C'est devenir député, parce que je pense que dans quelques années, 2028, les élections législatives présidentielles. Est-ce que tu vas poster quelque part? Wow. Tout dépendra vraiment de ce que le pays pourra me présenter comme projet, et aussi en termes de... C'est quoi le projet que toi tu peux présenter au pays, par Moi, le exemple? projet que je peux présenter au pays, c'est principalement de miser beaucoup plus sur l'enseignement. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours eu à cœur. C'est vraiment de mettre vraiment en valeur l'éducation, parce que, vous savez, un enseignant, quand on parle d'études, on parle de deux facteurs. On parle d'un enseignant et de celui qui écoute, donc celui qui est un disciple ou un élève. Si celui qui transmet la connaissance n'est pas bien payé, la personne ne fera pas son travail correctement. Elle va passer par la corruption. Alors, si on te demandait, M. Armel, Mhm. dans quel compartiment voudriez-vous aider le Congo? Dans quel compartiment? Quel Comment ça? compartiment, quel domaine, Euh, quel secteur? bah, Vas-tu toucher, tu vas te dire que non, voilà, je suis citoyen congolais, Mhm. moi, en tant que peut-être étudiant ou soit en sciences politiques, et quand Mhm. j'aurai fini, moi je vais toucher tel secteur pour faire décoller le pays. Dans quel secteur par exemple? Moi, je pense plutôt que je ferais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais plus toucher au secteur de l'éducation pour préparer les jeunes Congolais à pouvoir avoir les connaissances importantes pour emmener le pays très loin. Je pense que c'est ça ce que j'ai comme projet. D'accord, on va continuer toujours avec le même sujet. Je Mhm. rappelle que il est étudiant à l'Université de Montréal, il fait la science politique. Mhm. Alors, Monsieur Armel, à nos jours, nous remarquons au Congo, je ne sais pas si ça devient une maladie, Mhm. parce que si vous sillonnez dans des institutions, vous remarquerez que ce sont de personnes âgées, je pense que allant de la fourchette de 50 à 70 ans. Mhm. La confiance chez le jeune est presque exclue. Est-ce qu'on va dire, dans une certaine mesure, c'est par rapport à les compétences de jeunes, soit c'est la mauvaise foi de ces vieux-là qui ne veulent pas céder la place aux autres? Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être mentionné, j'ai parlé d'oligarchie. J'ai parlé de ceux qui conservaient le pouvoir, donc de cette élite-là qui conservait bien sûr le pouvoir. Donc je pense que le problème, c'est vraiment en termes... Vous savez, il y a un dicton qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que lorsqu'on goûte au pouvoir, on s'y attache sans pour autant penser au bien-être du pays. Et je pense que c'est vraiment ça le problème. Il faut que nous puissions changer de classe politique, premièrement, parce que je pense qu'il y a un grand souci. C'est les mêmes têtes qui reviennent. Vous voyez, on a l'impression que c'est vraiment une sorte de traité qui a été signé. C'est ce qu'on peut voir, parce que c'est les mêmes têtes, les mêmes visages. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment des compétences qui peuvent, eux, bien sûr, changer les choses. Et je salue bien sûr Constant Moutamba qui le fait très bien. Alors, Messieurs Armel, est-ce que dans votre caucus des étudiants ici à Montréal, est-ce que tout va bien? Bah, je pense que en termes d'études, tout est correct, mais en termes de vie, ça devient un peu tendu avec tout ce qu'on entend. Qu'est-ce qui ne va pas en termes de vie? Vous voyez, on est affecté psychologiquement, on est affecté par les événements qui se produisent depuis un certain temps, avec la mort Alexandra? d'Alexandra, qui était une étudiante comme nous, et aussi d'un étudiant ghanéen à Toronto. Ok. Donc face à cette situation précaire, psychologiquement, nous sommes vraiment affectés, parce que nous quittons nos familles en Afrique pour être corrects ici, et on se sent en insécurité en quelque sorte, et je pense que ça touche psychologiquement. Est-ce que, je ne sais pas si on parlerait Mhm. d'irresponsabilité du gouvernement local, soit sont les étudiants eux-mêmes qui se dirigent dans un mauvais côté? Comme dans chaque pays, il y a toujours des problèmes de sécurité. Vous n'allez pas dans un pays dire qu'il n'y a pas de crime. Il y a toujours un problème de sécurité. Il y en a qui ont été arrêtés et quand ils sortent, ils récidivent. Et je pense qu'il faudrait aussi en tenir compte. Donc, ce n'est pas cette minorité de cas qui va nous pousser à croire que le Canada ne fait pas bien son travail en termes de sécurité. Parce que selon d'autres sources concordantes, on parle elle serait trahie par son ami. Est-ce que vous affirmez de telles allégations?
les informations officieuses ne sont pas à prendre au sérieux. Il faut prendre avec les pincettes. Je pense que pour moi, c'est vraiment un sujet. Je pense que tant qu'on n'a pas l'information de la police, ce sera difficile de se prononcer sur ça. Les gens, ils disent tout ce qu'ils veulent, mais... Parce qu'on a vu récemment l'ambassadeur, Joska Kabongo, fit une descente à Trois-Rivières. Okay. Et elle a été huée par tout le monde qui était là. Est-ce que son péché, c'est de descendre sur Trois-Rivières le même jour? C'est quoi son péché? D'être insulté aussi comme ça? Vous savez, ce qui me fait le plus mal, c'est le fait de... Et la plupart des gens, ce sont des étudiants. Oui, c'est des étudiants, et pardon de le dire, même en termes juvéniles, en termes juvéniles, c'est des tontons. Sincèrement, j'étais vraiment choqué par ça. Après, moi, je comprends aussi leur réaction. Vous savez, on est fatigué depuis le matin, ils sont fatigués, ils cherchaient Alexandra, ils voulaient trouver le coupable, et ils ne l'ont pas trouvé. Donc, ils ont trouvé un bouc émissaire. Ils se sont pris à l'ambassadeur, mais ça n'a vraiment aucun rapport. Il s'est justifié, il a dit clairement les choses telles qu'elles étaient. Moi, je suis à Montréal. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de connaissances. Est-ce que l'ambassadeur suit cette situation de près? Parce que d'autres gens sont en train de dire que l'ambassadeur était un peu, excusez-moi, entre guillemets, distrait. Il a su l'information, selon eux, le même jour. Et puis, il est descendu le même jour. Il ne suit pas cette information de près. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Parce que personnellement, moi, j'ai des connaissances à moi qui travaillent ou qui sont vraiment proches de l'ambassadeur, qui étaient descendus sur terrain. Et je ne pense pas qu'il était sous-informé. Comme il a dit, c'était le dimanche qu'il était informé. Et moi, personnellement, j'étais informé le samedi soir à 23h. Est-ce qu'il y avait des représentants, par exemple à Montréal, des représentants à Trois-Rivières et qui pouvaient peut-être faire le travail à son endroit? Parce que lui, il est à Ottawa. Ottawa, je rappelle, jusqu'à Trois-Rivières, ça peut prendre 4 heures ou 3 heures, quelque chose de route. Est-ce qu'il a des représentants à Trois-Rivières? Parce que s'il a vraiment de représentants, ces représentants-là feraient quelque chose même à son absence. Parce que les gens sont en train de dire qu'il n'était pas là parce qu'il n'y avait ni des représentants, ni lui-même. Ok, cette question est très pertinente, mais je vais essayer de vous répondre avec le temps le plus large. Allez-y. Vous savez, en diplomatie, en tout ce qui tourne, on va revenir en 1961, si je ne me trompe pas, avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Un État congolais ou l'État congolais dans un territoire canadien ne peut pas exercer son pouvoir comme au Congo, comme un pays, vous voyez. En termes de diplomatie, l'ambassade ne peut pas intervenir comme bon le semble, vous voyez. Il y a ce qu'on appelle des conventions, il y a ce qu'on appelle une marge de manœuvre. Il a bien expliqué, il a dit qu'il devait contacter premièrement le provincial et le fédéral pour pouvoir être en liaison avec la police qui menait des enquêtes. Donc dimanche, on ne croit que c'est un jour off. Lundi, il se doit de faire de suivre ces étapes-là, de se renseigner sur le problème, de faire tout ce qui se passe et de descendre sur terrain mardi. Je pense qu'en termes de chronologie, il a bien fait son travail. Et je pense clairement que s'il faudrait trouver un bouc émissaire, ce ne serait pas l'ambassadeur. Il a fait son travail. Avant d'attaquer une entité, il faudrait comprendre son fonctionnement. Et le Congolais ne fait pas ça. Le Congolais, il est pris d'émotion, il ne se maîtrise pas. Il veut trouver un bouc émissaire et il attaque. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment ça. Donc, je pense que en termes de normes et en termes de limites diplomatiques, je pense qu'il a bien fait son travail. Je ne pense pas qu'il a condamné. Peut-être qu'on est pris par les émotions. Peut-être avec l'ancien ambassadeur, on a tout mélangé, mais je ne pense vraiment pas que... Alors, où en sommes-nous avec la situation d'Alexandra? Est-ce qu'il y a déjà un programme par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent? Je ne sais pas, est-ce que déjà les gens se réunissent quelque part par rapport à ce qui se passe? Oui, j'ai appris récemment qu'il y avait un rassemblement, bien sûr, à Ottawa. Je l'ai su aujourd'hui. Et je pense aussi qu'au niveau de Montréal, des bruits se font courir, se font entendre. Je pense même à Montréal, on entend, il y a plusieurs endroits où il y a des rencontres. Tu vas entendre que tel endroit, il y a des gens qui se réunissent, tel endroit, il y a des gens qui se réunissent. Pourquoi cette discordance? Pourquoi les gens ne s'attendent pas à mettre quelque chose à un seul endroit? Pourquoi chacun fait des choses à sa manière? Voilà, nous on fait ça ici, nous on fait ça ici. Des guéguerres de positionnement pendant la période de deuil. Pourquoi? Conflit d'intérêts, en un seul mot. Conflit d'intérêts. On est tous pris par un événement marquant. On se doit d'être unis, mettre des intérêts personnels de côté, être focus sur le problème et être unis. Donc je pense que c'est plus autour de ce problème-là. Très bien. Merci beaucoup, M. Armel. Ouais. C'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que l'émission Touche à tout pourrait retenir de votre passage? Oui,
l'université, comme votre question a été posée, je pense vraiment que c'est une opportunité pour beaucoup de jeunes comme moi de passer, de dire ce qu'ils pensent, avec la chaîne Afro-Canada qui vraiment fait un excellent travail. Et moi, je vous souhaite que le bonheur et vraiment tout le succès du monde. Et c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça en est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.